Sous les réverbères vacillants d'une rue paisible en banlieue parisienne, Timine avançait d'un pas mesuré, ses baskets frôlant à peine le trottoir humide. La nuit était douce, l'air chargé de l'odeur des tilleuls qui bordaient les jardins bien entretenus du quartier. À première vue, elle n'était qu'une silhouette ordinaire, une femme en jean et veste de cuir, les cheveux noirs attachés en une queue de cheval stricte. Mais Timine n'était pas une passante comme les autres. Ancienne agente de la DGSE, elle avait passé des années à naviguer dans l'ombre, à désamorcer des crises dans des zones de guerre, à démanteler des réseaux criminels, à survivre à des missions où la mort rôdait à chaque tournant. Ses médailles, gagnées dans le silence, dormaient dans une boîte cachée au fond d'un placard. Ce soir, elle ne cherchait qu'une chose, la paix. Une vie simple, sans armes, sans mission, sans le poids du secret. Mais dans des villes comme celle-ci, où les façades coquettes masquent parfois des préjugés tenaces, la paix était un luxe fragile. Timine marchait dans l'ombre des réverbères, attentive aux murmures de la nuit. Elle connaissait ses rues par cœur, ayant choisi ce quartier de la proche banlieue pour son calme apparent, un refuge après des années de chaos. Pourtant, elle ne pouvait ignorer les regards en coin, les hésitations dans les salutations des voisins, les silences lourds quand elle entrait dans la boulangerie du coin. Originaire du Vietnam, adoptée enfant par une famille française, elle avait appris à lire le langage des préjugés, même ceux qui ne s'exprimaient pas à voix haute. Ce soir, elle avait décidé de marcher pour chasser les pensées qui s'accumulaient, pour retrouver un semblant de normalité. Ses pas étaient légers, mais ses sens aiguisés, entraînés à repérer le moindre signe de danger. Et le danger, elle le sentit avant même de le voir. Un moteur ronronna derrière elle, discret mais insistant. Une voiture de police ralentit, ses phares projetant une lumière crue sur le bitume. Timine ne tourna pas la tête, mais son esprit cartographia la scène, la position du véhicule, la distance qui la séparait des ruelles adjacentes, les options de repli. Elle continua à marcher, son souffle régulier, ses muscles prêts à réagir. La voiture s'arrêta à quelques mètres devant elle, et un homme en uniforme en descendit. Jacques Dubois, officier de police, portait son autorité comme une armure mal ajustée. Grand, les épaules voûtées par la frustration, il avait le regard dur de ceux qui cherchent une proie pour évacuer leur amertume. Sa carrière stagnait, ses ambitions s'étaient éteintes dans les routines monotones des patrouilles nocturnes. Pour lui, chaque nuit sans incident était un rappel de son échec. Et ce soir, Timine, avec sa démarche assurée et son allure qui détonnait dans ce quartier bourgeois, devint la cible idéale. « Et, vous, Coyeux » lança-t-il, sa voix tranchante comme un ordre militaire. Timine s'arrêta, pivotant lentement pour lui faire face. Son visage restait impassible, ses yeux sombres scrutant l'homme sans ciller. « Bonsoir, officier » répondit-elle, sa voix calme, presque douce, mais d'une fermeté qui ne laissait aucune place à la faiblesse. « Y a-t-il un problème » Jacques plissa les yeux, irrité par son ton posé. Il s'approcha, sa main effleurant la ceinture où pendaient que son arme et sa matraque. « Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure » demanda-t-il, sans chercher à cacher son mépris. « C'est pas vraiment l'heure de se balader, surtout pour quelqu'un comme vous. » Le sous-entendu était clair, piquant comme une aiguille. Timine ne broncha pas. « Je rentre chez moi, dit-elle simplement. J'habite à 2 rues d'ici. Jacques ricana, un son sec et dénué d'humour. Vous habitez ici ? Vraiment ? Il fit un pas de plus, envahissant son espace personnel. Montrez-moi une pièce d'identité. Toi. Timine glissa lentement la main dans sa veste, ses mouvements délibérément mesurés pour ne pas provoquer de réaction. Elle tendit sa carte d'identité, que Jacques saisit sans même la regarder vraiment. Vous êtes quoi, militaire ? Vous marchez comme si vous aviez quelque chose à prouver. Timine haussa légèrement les épaules. Retraité, répondit-elle, son ton neutre. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais rentrer. Mais Jacques n'était pas prêt à la laisser partir. Son ego, déjà fragile, était piqué par son calme. Il voulait la voir plier, la voir reconnaître son autorité. Vous pensez que vous pouvez me parler comme ça ? Cracha-t-il,
son visage se crispant. Les gens comme vous oublient qui commande ici. Sans avertissement, il leva la main et la frappa au visage. Le coup, rapide et brutal, fit vaciller Timine, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'incrédulité. Pas parce qu'il l'avait frappé, mais parce qu'il avait cru pouvoir le faire impunément. Ce fut son erreur. Et son silence, à elle, était sa force. Elle recula d'un pas, ses yeux s'étrécissant légèrement, mais elle ne riposta pas immédiatement. Elle savait que chaque geste comptait, que chaque seconde pouvait changer la donne. Jacques, enhardi par son absence de réaction, s'avança encore. « Alors, tu vas faire quoi, hein » lança-t-il, sa voix dégoulinante de mépris. À cet instant, un rideau bougea dans une maison voisine. Madame Marie, une retraitée qui passait ses soirées à observer la rue depuis sa fenêtre, avait vu la scène se dérouler. Ses mains tremblantes saisirent son téléphone pour appeler la police, son cœur battant à l'idée d'intervenir, même indirectement. Elle murmura à son mari, Paul, un ancien employé de mairie, qui hocha la tête, inquiet mais résolu à soutenir sa femme. « Il faut faire quelque chose, dit-elle. Cette femme ne fait rien de mal. » Paul acquiesça, mais il savait que s'impliquer dans une affaire impliquant un policier pouvait être risqué. Timine, elle, gardait son attention rivée sur Jacques. « Officier, je vous conseille de vous calmer, dit-elle, sa voix toujours contrôlée. Je n'ai rien fait d'illégal. Laissez-moi partir. » Mais Jacques n'écoutait pas. Il attrapa son poignet avec force, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. « Tu ne me donnes pas d'ordre. » grogna-t-il. En un mouvement fluide, Timine se dégagea, tordant son bras pour se libérer sans effort apparent. Elle recula, créant de l'espace, mais Jacques, furieux, attrapa sa matraque et se la brandit. « Tu vas regretter ça. » cria-t-il, son geste maladroit trahissant sa colère. Timine esquiva le coup avec une agilité qui semblait presque surnaturelle. En une fraction de seconde, elle frappa son avant-bras, précis et rapide, faisant tomber la matraque au sol dans un claquement sec. « Arrêtez, officier !» avertit-elle, sa voix ferme mais sans colère. « Ça ne doit pas aller plus loin. » Mais Jacques, aveuglé par son orgueil, ne l'entendait pas. Il se précipita sur elle, tentant de la saisir à nouveau. Cette fois, Timine n'hésita pas. Elle pivota, attrapa son bras, et en un mouvement calculé, le fit basculer au sol, son genou appuyant légèrement sur son dos pour le maintenir immobile. « Restez là, ordonna-t-elle, sa voix basse mais autoritaire. Jacques se débattit, crachant des insultes, mais il était coincé. À cet instant, des sirènes déchirèrent la nuit. Une voiture de police arriva en trombe, ses gyrophares baignant la rue d'une lumière bleue. Deux officiers en sortirent, l'un jeune et nerveux, Julien, l'autre plus âgé et posé, Claire, une lieutenante respectée dans la brigade. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» aboya Claire, sa main près de son arme, mais son regard analysant rapidement la scène. Timine relâcha Jacques et leva les mains, montrant qu'elle ne représentait aucune menace. « Cet officier m'a arrêté sans raison, » expliqua-t-elle calmement. « Il m'a frappé et a tenté de m'immobiliser. Je me suis défendu. » Jacques, toujours au sol, se releva en titubant, son visage rouge de rage. « Elle m'a attaqué. » hurla-t-il. « Elle a résisté à mon contrôle. Arrêtez-la. » Claire fronça les sourcils, son regard passant de Jacques à Timine. Julien, plus hésitant, s'approcha de Timine. « Madame, votre pièce d'identité, s'il vous plaît » demanda-t-il. Timine tendit sa carte, et Julien écarquilla les yeux en voyant les informations. « DGSE » murmura-t-il, passant la carte à Claire. La lieutenante lut le document, son expression changeant légèrement. « Bien, ça complique les choses, » dit-elle à voix basse. Pendant ce temps, Madame Marie, toujours à sa fenêtre, serrait son téléphone, le cœur battant. Elle avait entendu les sirènes et vu les renforts arriver. Paul, à ses côtés, posa une main sur son épaule.
Tu as bien fait, murmura-t-il. Mais Marie n'était pas rassurée. Elle savait que dans ce genre d'affaires, la vérité pouvait être étouffée par ceux qui portaient l'uniforme. Timine, elle, restait immobile, ses yeux scrutant les nouveaux arrivants. Elle connaissait ce genre de situation. Une accusation mal placée, un mensonge diffusé par radio, et tout pouvait basculer. Jacques continuait de crier, accusant Timine d'agression, mais ses mots sonnaient creux face à son calme inébranlable. Claire s'approcha de Timine, son ton professionnel mais prudent. « Madame, expliquez-moi ce qui s'est passé. » Timine raconta les faits avec précision, sans émotion superflue, décrivant l'arrêt injustifié, l'agression de Jacques, et sa propre défense mesurée. Claire écouta attentivement, puis se tourna vers Jacques. « Dubois, tu as quelque chose à ajouter ?» Jacques bafouilla, son histoire pleine de contradictions. Elle était suspecte. J'ai suivi mon instinct. Et c'est qui va ? Lança-t-il, mais son ton trahissait sa panique. Claire leva une main pour le faire taire. Assez. Julien, appelle le commandant de garde. Cette affaire dépasse notre niveau. Alors que Julien s'éloignait pour passer l'appel, Jacques lança un regard venimeux à Timine. Elle le soutint sans ciller, son silence plus éloquent que n'importe quelle réplique. Les réverbères continuaient de clignoter, projetant des ombres mouvantes sur la scène. Timine savait que ce n'était que le début. Jacques avait allumé une mèche, et ce qui l'avait déclenché allait secouer bien plus qu'une simple nuit dans une banlieue tranquille. Elle était prête à affronter ce qui suivrait, comme elle l'avait toujours fait, avec calme, avec force, et avec une détermination que personne, pas même un officier en colère, ne pouvait briser. La nuit s'épaississait dans la banlieue parisienne, et les gyrophares des voitures de police projetaient des éclats bleus sur les façades des maisons endormies. Timine se tenait droite, les mains toujours visibles, son regard fixé sur la lieutenante Claire, dont l'expression oscillait entre méfiance et professionnalisme. Julien, le jeune officier, parlait à voix basse dans sa radio, transmettant les détails de l'incident au commandant de garde. Jacques Dubois, quant à lui, s'était relevé, son uniforme froissé, son visage rouge de colère et d'humiliation. Il lançait des regards assassins à Timine, mais elle restait impassible, son calme contrastant avec la tempête qui agitait l'officier déchu. La rue, si paisible quelques minutes plus tôt, semblait retenir son souffle, comme si elle savait que ce qui se jouait ici dépassait une simple altercation nocturne. Claire s'approcha de Timine, sa voix ferme mais teintée de respect. « Madame, je vais devoir vérifier vos références auprès de la DGSE. Ce n'est pas une procédure courante, mais vu les circonstances. » Elle laissa sa phrase en suspens, jetant un coup d'œil à Jacques, qui continuait de marmonner des accusations. Timine hocha la tête. « Je comprends. Je coopérerai pleinement. » Elle tendit à nouveau sa carte d'identité, qui portait un code spécifique, discret mais reconnaissable pour ceux qui savaient où regarder. Claire la prit et fit signe à Julien de s'approcher. « Vérifie ça immédiatement, » ordonna-t-elle. Julien, encore secoué par l'ampleur de la situation, acquiesça et s'éloigna vers la voiture pour passer un appel sécurisé. Pendant ce temps, Jacques ne tenait pas en place. « Zao vous ne pouvez pas la croire. » cria-t-il, sa voix tremblante de rage. « Elle m'a attaqué sans raison. J'essayais juste de faire mon travail. » Claire se tourna vers lui, son regard acéré. « Dubois, tais-toi. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Va attendre près de la voiture. » Jacques serra les poings, mais il obéit à contre-cœur, s'éloignant en traînant les pieds. Timine observait la scène en silence, son esprit analysant chaque détail, la posture de Claire, la nervosité de Julien, la colère mal contenue de Jacques. Elle savait que ce genre de situation pouvait basculer rapidement, surtout quand un officier se sentait acculé. Elle avait vu des hommes comme Jacques dans des contextes bien plus dangereux, des chefs de milice, des criminels endurcis, et ils avaient tous un point commun, leur orgueil les rendait imprévisibles. À quelques mètres, derrière une fenêtre illuminée, Madame Marie et son mari Paul suivaient toujours la scène. Marie, les mains crispées sur le rebord de la fenêtre, murmura « Cet homme c'est un danger.
Comment peuvent-ils le laisser porter un uniforme? Paul, plus pragmatique, posa une main sur son épaule. La police protégera toujours les siens, Marie. Mais cette femme, elle n'a pas l'air de quelqu'un qui se laisse faire. Marie hocha la tête, impressionnée par le calme de Timine. Elle avait vu beaucoup de choses dans ce quartier au fil des décennies, mais jamais une femme seule tenir tête à un policier avec une telle assurance. Julien revint, son visage marqué par une tension nouvelle. Lieutenant, c'est confirmé. Elle est bien enregistrée comme ancienne agente DGSE. Ses références sont solides. Il baissa la voix, comme s'il craignait que Jacques n'entende. Claire hocha la tête, son expression se durcissant. Très bien. Madame, je vais devoir prendre votre déposition officielle. Dubois prétend que vous l'avez agressé sans provocation. Vous avez une version différente, je présume? Timine répondit d'une voix claire, sans une once d'hésitation. Il m'a arrêté sans motif valable, m'a frappé au visage, puis a tenté de m'immobiliser de force. J'ai agi en légitime défense, en prenant soin de ne pas aggraver la situation. Elle raconta les faits avec une précision chirurgicale, chaque mot choisi avec soin, comme si elle rédigeait un rapport pour ses anciens supérieurs. Claire écouta attentivement, prenant des notes sur un carnet. Vous dites qu'il vous a frappé en premier? Demanda-t-elle, son ton neutre mais scrutateur. Timine acquiesça. Oui. Et il a utilisé des propos discriminatoires, sous-entendant que je n'avais pas ma place dans ce quartier à cause de mon apparence. Claire fronça les sourcils, jetant un regard vers Jacques, qui faisait les 100 pas près de la voiture. C'est une accusation grave, dit-elle. Nous allons vérifier les enregistrements radio et les éventuelles caméras de surveillance du quartier. Timine hocha la tête, sachant que la vérité, bien que de son côté, pouvait être difficile à prouver dans un système qui protégeait souvent ses propres membres. Alors que Claire et Julien discutaient à voix basse, un nouveau personnage entra en scène. Une jeune femme, Lynn, journaliste indépendante d'origine vietnamienne, s'approcha discrètement. Elle avait été alertée par un contact au commissariat, un officier subalterne qui avait entendu l'appel radio de Jacques. Lynn, connue pour ses articles incisifs sur les abus de pouvoir, portait un carnet et un enregistreur numérique. Elle s'arrêta à distance respectueuse, observant la scène. « Excusez-moi, dit-elle en s'adressant à Claire, je suis journaliste. J'ai entendu parler d'un incident impliquant un officier et une civile. Puis-je poser quelques questions ?» Claire la regarda avec méfiance. « Pas maintenant. C'est une enquête en cours. » Lynn hocha la tête mais ne partit pas. Ses yeux se posèrent sur Timine, et un éclair de reconnaissance passa dans son regard. Elle avait entendu parler d'une ancienne agente DGSE vivant discrètement dans la région, et elle devina immédiatement qui était cette femme. Timine sentit le regard de Lynn mais choisit de l'ignorer. Elle n'avait aucune intention de devenir le centre d'une tempête médiatique. Elle voulait régler cette affaire discrètement, comme elle l'avait toujours fait. Mais Lynn s'approcha d'elle, sa voix basse et respectueuse. « Madame, je m'appelle Lynn Nguyen. Je travaille sur les questions d'injustice sociale. Ce qui vous est arrivé ce soir, ça mérite d'être entendu. » Timine la fixa, son expression neutre. « Je ne cherche pas la publicité, répondit-elle simplement. »« Ce n'est pas une question de publicité, insista Lynn. C'est une question de justice. Des gens comme cet officier agissent en toute impunité. Votre histoire pourrait changer les choses. » Et Timine resta silencieuse, pesant ses options. Elle savait que Lynn avait raison, mais elle avait passé sa vie à éviter les projecteurs. Elle promit de réfléchir, mais son ton indiquait qu'elle n'était pas prête à s'engager. Pendant ce temps, Jacques devenait de plus en plus agité. Il s'approcha de Claire, ignorant son ordre de rester à l'écart.
Vous ne pouvez pas la laisser partir comme ça. Cria-t-il. Elle m'a attaqué. C'est dangereuse. Claire perdit patience. Dubois, je t'ai dit de rester près de la voiture. Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Rentre au commissariat avec Julien, maintenant. Jacques serra les dents, son regard passant de Claire à Timine. Il murmura quelque chose d'inintelligible, mais son ton était chargé de venin. Julien, mal à l'aise, escorta Jacques vers la voiture, mais Timine sentit que ce n'était pas fini. Les hommes comme Jacques ne lâchaient le pas facilement. Alors que la voiture de police s'éloignait avec Jacques à l'intérieur, Claire s'adressa à Timine. Nous allons ouvrir une enquête interne. Vous serez peut-être contacté pour d'autres questions. En attendant, je vous suggère de rentrer chez vous et de rester prudente. Timine hocha la tête. Merci, lieutenante. Je coopérerai. Mais en son fort intérieur, elle savait que Jacques ne se contenterait pas d'une suspension. Elle l'avait vu dans ses yeux. Il la considérait comme une ennemie personnelle, et cela le rendait dangereux. En rentrant chez elle, Timine remarqua une voiture garée à l'angle de sa rue. Les phares étaient éteints, mais elle reconnut la silhouette de Jacques à l'intérieur. Il n'était plus en service, mais il était là, l'observant. Elle ne montra aucun signe de peur, continuant à marcher d'un pas régulier. Arrivée chez elle, elle verrouilla la porte et s'assit à la table de sa cuisine, son esprit en alerte. Elle sortit son téléphone et composa un numéro sécurisé. C'est Timine, dit-elle lorsque la voix familière répondit. J'ai eu un incident ce soir. Un officier de police m'a ciblé sans raison. Il est suspendu, mais je ne lui fais pas confiance. Surveillez la situation. La voix à l'autre bout du fil répondit avec calme, compris. Nous gardons un œil dessus. Si ça dégénère, tu auras du soutien. Timine raccrocha, son regard fixé sur la fenêtre. Les réverbères clignotaient toujours, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Elle savait que cette nuit n'était que le début d'une bataille plus vaste. Jacques représentait plus qu'un simple officier corrompu, il était le symptôme d'un système défaillant, où l'autorité servait trop souvent à masquer l'injustice. Lynn, la journaliste, avait planté une graine dans son esprit. Peut-être que son silence, si puissant soit-il, ne suffisait pas. Peut-être que cette fois, elle devrait blesser sa voix portée au-delà des ombres. Les jours qui suivirent l'incident sous les réverbères furent marqués par une tension sourde, comme un orage qui menace sans éclater. Timine continuait ses promenades nocturnes dans les rues de la banlieue parisienne, ses pas toujours aussi mesurés, son regard toujours aussi vif. Mais quelque chose avait changé. Les voisins, autrefois distants, la saluaient parfois d'un hochement de tête hésitant, comme s'ils pressentaient qu'elle n'était pas une simple habitante du quartier. Les murmures circulaient, amplifiés par l'appel de Madame Marie au commissariat et par les rumeurs qui s'échappaient des couloirs de la police. Timine, elle, restait fidèle à son habitude, observer, analyser, attendre. Elle savait que l'affaire avec Jacques Dubois n'était pas terminée, pas tant que des hommes comme lui pouvaient brandir un insigne pour masquer leurs préjugés. L'enquête interne progressait rapidement. La lieutenante Claire, avec son professionnalisme rigoureux, avait transmis un rapport accablant au commandant de garde. Les enregistrements radio de Jacques, pleins de contradictions, ne correspondaient pas à la version de Timine, confirmée par le témoignage de Madame Marie, qui avait tout vu depuis sa fenêtre. Jacques fut officiellement suspendu sans solde, et le commandant recommanda sa radiation définitive. Timine reçut un appel de Claire pour l'informer des développements. Nous avons trouvé des antécédents dans le dossier de Dubois, expliqua la lieutenante, sa voix teintée de frustration. Escandé et plainte pour comportement inapproprié, mais jamais suivi d'effet. Cette fois, il ne s'en sortira pas. Timine remercia Claire pour son sérieux, mais au fond d'elle, elle savait que la justice, même rendue, ne suffisait pas à réparer un système qui tolérait de tels abus. Entre-temps, Lynn, la journaliste indépendante, n'avait pas abandonné. Elle avait publié un article anonymisé sur l'incident,
décrivant une femme, d'origine asiatique, confrontée à l'abus d'un officier dans une banlieue tranquille. Sans nommer Timin, Lynn avait su capter l'attention d'une communauté locale déjà sensibilisée aux questions d'injustice. Elle organisa une réunion dans une salle associative du quartier, un espace modeste décoré de chaises en plastique et d'affiches prônant l'égalité. Lynn invita Timin à s'exprimer, non pas comme une héroïne médiatique, mais comme une voix parmi d'autres. Vous n'avez pas besoin de révéler votre passé, insista Lynn lors d'un appel. Mais votre témoignage pourrait inspirer du changement. Timin hésita. Elle avait passé sa vie à agir dans l'ombre, à éviter les projecteurs. Pourtant, l'idée que son silence pourrait laisser d'autres victimes sans voix la troublait. Dans le quartier, les tensions persistaient. Jacques, bien que suspendu, n'avait pas disparu. Timin l'avait aperçu à plusieurs reprises, garé à l'angle de sa rue, son regard fixé sur sa maison. Une nuit, alors qu'elle rentrait d'une promenade, elle le vit descendre de sa voiture, vêtu en civil, une cigarette à la main. « Tu penses que t'as gagné ?» lança-t-il, sa voix rauque de colère. Timin s'arrêta, son corps prêt à réagir, mais sa voix resta calme. « Vous êtes suspendu, monsieur Dubois. Ce que vous faites là n'est pas légal. Partez. » Jacques ricana, jetant sa cigarette au sol. Ce quartier, c'est chez moi. Pas chez des gens comme toi. Timin ne répondit pas, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. Elle savait qu'il cherchait à la provoquer, à la pousser à une erreur. Elle se contenta de dire, vous creusez votre propre tombe. Jacques hésita, puis remonta dans sa voiture et démarra en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte. Le lendemain, Timin reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était Antoine, un jeune officier de police qui avait assisté à l'incident en tant que renfort. « Madame, dit-il, sa voix hésitante, je voulais vous parler, en dehors des canaux officiels. Ce que vous avez fait, tenir tête à Dubois, ça m'a fait réfléchir. Je veux être un meilleur policier, mais je vois comment le système protège des gens comme lui. » Timin l'écouta, surprise par sa franchise. « Vous avez le pouvoir de changer les choses, » répondit-elle. « Commencez par écouter ceux que vous êtes censé protéger. » Antoine promit de garder le contact, et Timin sentit une lueur d'espoir. Peut-être que des voix comme celle d'Antoine pourraient te faire la différence, une étape à la fois. Lynn, de son côté, ne lâchait pas prise. Elle invita Timin à la réunion communautaire, insistant sur l'importance de partager son expérience, même anonymement. Après réflexion, Timin accepta, mais à une condition, elle parlerait sans révéler son passé à la DGSE. La réunion eut lieu dans une salle bondée, où des habitants de tous horizons, retraités comme Madame Marie, jeunes militants, parents inquiets, s'étaient rassemblés. Lynn ouvrit la discussion, racontant l'incident sans nommer Timin. Puis, elle lui donna la parole. Timin se leva, sa voix basse mais assurée. Ce soir-là. Commença-t-elle, j'ai été arrêtée sans raison, agressée par un officier qui pensait que son insigne lui donnait tous les droits. J'ai eu la chance de pouvoir me défendre, mais combien n'ont pas cette chance? Combien sont arrêtés, humiliés, sans que personne ne les écoute? La salle était silencieuse, suspendue à ces mots. Madame Marie, présente dans l'assemblée, essuya une larme. Paul, à ses côtés, hocha la tête, impressionné par la force tranquille de cette femme. Timin ne parla pas d'elle-même, ni de ses années dans l'ombre, ni des missions qui lui avaient valu des médailles secrètes. Elle parla pour ceux qui n'avaient pas de voix, pour ceux qui subissaient que les abus d'un système défaillant. À la fin de son discours, un murmure d'approbation parcourut la salle, suivi d'applaudissements. Lynn la remercia d'un regard reconnaissant, mais Timin se contenta de hocher la tête et de s'asseoir. Elle n'était pas là pour les éloges. Elle était là pour planter une graine, comme Lynn l'avait fait pour elle. Quelques jours plus tard, l'enquête interne conclut à la radiation de Jacques. Un rapport détaillé révéla un historique de plaintes contre lui, des remarques racistes, des abus de pouvoir, des plaintes classées sans suite par manque de preuves. Cette fois, grâce à la déposition de Timin et au témoignage de Madame Marie, la vérité avait prévalu. Mais Timin savait que ce n'était qu'une petite victoire.
Le système qui avait permis à Jacques d'agir ainsi restait intact, prêt à protéger d'autres comme lui. Elle reçut un dernier appel de son contact à la DGSE. « L'affaire est close », dit la voix. « Dubois et c'est fini. Continue de surveiller ton environnement. » Timine acquiesça, mais elle savait que la vigilance était son mode de vie. Jacques, quant à lui, tenta une dernière manœuvre. Il déposa une plainte contre Timine, l'accusant d'agression sans provocation. Mais sa démarche était désespérée, et les preuves jouaient contre lui. Les enregistrements radio, les témoignages, et même la caméra de surveillance d'un commerce voisin confirmèrent la version de Timine. La plainte fut rejetée, et Jacques disparut du quartier, son nom devenu synonyme de honte dans les cercles locaux. Un soir, alors que Timine rentrait chez elle, elle croisa Antoine dans la rue, en civil. « Merci, » dit-il simplement. « Ce que vous avez dit à la réunion. Ça m'a changé. Je veux faire mieux. » Timine sourit, un sourire rare mais sincère. « Alors fais-le, » répondit-elle. « C'est tout ce qui compte. » Antoine hocha la tête, comme s'il venait de recevoir une mission. Pour Timine, ce moment valait plus que n'importe quelle médaille. Les semaines passèrent, et l'histoire de Timine s'estompa dans les médias locaux. Line continua d'écrire, transformant l'incident en un appel plus large à la réforme des pratiques policières. Les propositions de changement émergèrent, des formations sur les biais inconscients, meilleure gestion des plaintes, transparence accrue. Timine n'apparut jamais sur les plateaux télévisés, n'écrivit pas d'articles, ne chercha pas la gloire. Mais dans l'ombre, elle savait que son intervention avait ébranlé quelque chose. Les réverbères de son quartier brillaient toujours, projetant des ombres longues et mouvantes. Timine marchait sous leur lumière, son pas inchangé, son esprit alerte. Elle n'avait pas cherché cette bataille, mais elle l'avait menée avec la même détermination qui l'avait guidée dans les zones de guerre. Et si la guerre pour la justice était loin d'être finie, elle était prête, comme toujours, à se tenir debout, dans l'ombre ou dans la lumière. L'histoire de Timine, une ancienne agente de la DGSE confrontée à l'injustice dans une banlieue parisienne, résonne profondément dans le contexte de la société française contemporaine, où les questions de justice, d'égalité et de respect mutuel occupent une place centrale. Cette histoire, bien que fictive, reflète des réalités que beaucoup rencontrent, les préjugés, les abus de pouvoir et la lutte pour préserver sa dignité face à l'adversité. En tant que spectateurs, nous sommes invités à plonger dans l'expérience de Timine, non seulement pour comprendre son courage, mais aussi pour tirer des leçons applicables et à notre propre vie, dans l'esprit de la culture française qui valorise la réflexion, la solidarité et l'engagement civique. Le premier aspect qui frappe dans cette histoire est la force intérieure de Timine. Face à l'agression injustifiée de Jacques Dubois, elle ne cède ni à la peur ni à la colère. Son calme, forgé par des années d'entraînement et de discipline, incarne une valeur profondément ancrée dans la culture française, la maîtrise de soi. En France, où l'éloquence et la retenue sont souvent admirées, Timine illustre comment garder son sang-froid dans une situation tendue peut transformer une confrontation. Cette leçon est précieuse dans nos interactions quotidiennes. Que ce soit face à une remarque désobligeante au travail, une dispute familiale ou une injustice dans l'espace public, adopter une posture de calme et de fermeté permet de désamorcer les conflits tout en affirmant ses droits. Timine nous enseigne que la véritable force n'est pas dans la violence, mais dans la capacité à rester fidèle à ses principes, même sous pression. Un autre enseignement majeur réside dans la résilience face à un système imparfait. Timine, bien qu'issue d'un passé où elle opérait dans l'ombre pour protéger la nation, choisit de ne pas fuir la confrontation avec Jacques, ni de se complaire dans le silence. Elle agit avec précision, utilisant son expérience pour se défendre sans dépasser les limites de la légalité. Cette résilience face à l'injustice systémique, ici, incarnée par un officier abusant de son pouvoir, est une invitation à réfléchir à notre propre rôle dans la société. En France, où les manifestations et les débats publics sont des piliers de la démocratie, l'histoire de Timine nous rappelle l'importance de s'opposer aux abus, même lorsque cela semble risqué. Que ce soit en signalant une injustice au travail, en soutenant une cause sociale ou en participant à des discussions communautaires, chacun de nous peut contribuer à faire évoluer les mentalités, à l'image de Timine qui, sans chercher la gloire,
inspire des réformes. La solidarité communautaire, illustrée par des personnages comme Madame Marie et Lynn, est une autre leçon clé. Madame Marie, en appelant les autorités, et Lynn, en amplifiant l'histoire de Timine, montre comment les actions collectives peuvent soutenir une cause individuelle. En France, où l'idée de fraternité est inscrite dans la devise républicaine, cette solidarité est essentielle. Nous pouvons l'appliquer dans nos vies en soutenant nos voisins, en écoutant ceux qui sont marginalisés ou en participant à des initiatives locales pour promouvoir l'égalité. L'histoire nous rappelle que changer un système ne repose pas sur une seule personne, mais sur une chaîne d'action solidaire, où chaque geste compte. Enfin, l'histoire met en lumière l'importance de la parole, même lorsqu'elle est discrète. Timine choisit de parler lors de la réunion communautaire, non pas pour se mettre en avant, mais pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Ce choix reflète une valeur française, l'engagement citoyen à travers le dialogue. Dans nos vies, cela peut se traduire par le courage de s'exprimer contre les injustices, que ce soit dans une conversation avec un ami, une réunion professionnelle ou un forum public. Parler, c'est déjà agir, et chaque voix peut semer les graines du changement. En conclusion, l'histoire de Timine nous invite à cultiver la maîtrise de soi, la résilience, la solidarité et le pouvoir de la parole. Elle nous rappelle que, même face à des systèmes défaillants, chaque individu a la capacité d'agir avec dignité et de contribuer à un monde plus juste. Dans l'esprit français, où la réflexion et l'engagement vont de pair, nous sommes tous appelés à être des acteurs du changement, à l'image de Timine, qui transforme une nuit d'injustice en un catalyseur pour la justice. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires et qui donnent voix à ceux qu'on n'entend pas assez. Laissez un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous du courage de Timine? Comment pouvons-nous, ensemble, bâtir une société plus juste? Votre voix compte, alors faites-la entendre.